écoute, là, genre, tu sais ce qui se passe dans le moment, hein? Bon, alors là, c'est presque impossible de les rejoindre. J'ai essayé, mais tu vas avoir des résultats, puis prends patience, hein? Et puis ton auxiliaire social m'a appelé tantôt, là. Oui, oui, on s'en occupe. Nous vivons en démocratie et je crois que les gens doivent se lever et dire ce dont ils ont besoin, ne pas avoir peur de qui que ce soit en aucun temps. Alors, c'est la façon que j'ai d'exprimer le genre de travail que j'ai accompli. Voilà. Ça me fait plaisir. Non, non, nevermind. I'm taking... je prends l'autobus. Vous aussi, voyagez dans l'autobus. J'ai pas de voiture. Ben, moi, évidemment, j'ai toujours été un peu ennuyée qu'on me traite de suffragette parce que j'avais l'impression d'être plutôt une humaniste. Et je considérais que pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, il fallait que ce soit également chez l'homme comme chez la femme. Comme les travailleurs ne gagnaient pas beaucoup, souvent les femmes étaient forcées de sortir de chez elles pour les aider. Mais par ailleurs, je regrette qu'aujourd'hui, certaines Women's Lib exagèrent. Et moi, je serais d'opinion que tous les sénateurs qui sont directeurs de compagnie devraient démissionner comme de leur directorat. Bravo. Souvent, on me dit, ah ben, pourquoi ne vas-tu pas dans une maison de retraite? Ah ben là, je perds connaissance. Parce qu'on dit, c'est tellement agréable, les gens peuvent jouer aux cartes, ils peuvent regarder la télévision. J'ai dit, ça, c'est excitant comme programme. Excusez-moi, j'ai trop de choses à faire. Ben là, je vais chez les pères Montfortin à 1h moins quart. Et puis après ça, ben, je viens ici à Hope. What are you doing on behalf of the Kagnawagna Indian women at the moment? Well, my main point would be to try and amend the law of the Indian Act, because that law stipulates that an Indian woman who marries a non-Indian loses all her rights. Je considère que pour rester jeune, il faut travailler et ne jamais s'arrêter. Vous n'avez jamais eu envie de prendre votre retraite? Ben, jamais de la vie. J'ai fait des retraites fermées au couvent, puis c'est assez, hein. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de me dire, je ne peux pas faire ça parce que je suis une femme, puis je ne peux pas penser ça parce que je suis une femme. Au contraire, je trouve aujourd'hui, plus que jamais, les femmes ont l'occasion de se renseigner à la télévision, à la radio, et souvent le mari est obligé d'aller à l'extérieur, de travailler. Il n'y a pas toujours le temps, lui, d'écouter. Alors souvent, les femmes peuvent donner d'excellents conseils, et elles l'ont fait beaucoup autrefois aussi. Parce que le Québec, les femmes ont joué un très grand rôle dans l'éducation, dans la formation des enfants, etc. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Il va falloir que vous fassiez quelque chose de très clair. Participer dans une association de consommateurs. Parce qu'il y en a, moi je remarque aussi, c'est seulement ceux qui les touchent personnellement. Ils vont tout à coup se dire, ah, coudonc, moi j'aime pas ça, cette histoire-là, puis je vais me rapporter aux consommateurs. La mission ici, elle a été fondée en 1668 pour les Indiens catholiques. Parce que dans les alentours, ils avaient de la difficulté à pratiquer le message. Fait qu'ils ont pris un arrangement ensemble. Puis tous ceux qui avaient été baptisés sont venus ici. Et puis, ils ont formé une espèce d'assemblée de plusieurs tribus ensemble. Ils étaient 28 environ. Est-ce que ce sont des Hurons ou des Iroquois? La plupart étaient des Hurons au début. Il y a eu des Iroquois, il y a eu des Algonquins. Il y a eu plusieurs dénominations. Ils étaient 28 tribus. We are trying to correct the Indian law, which stipulates that a woman who marries a non-Indian loses all her rights, her property rights, and she does not belong anymore to the Indian tribe. Et un beau jour, j'ai décidé qu'il fallait absolument obtenir un parti dans notre province. Et c'est comme ça que je suis embarquée
dans le Parti CCM. Je voyais que la province de Québec en avait peut-être plus besoin que bien d'autres provinces. Alors j'ai décidé d'essayer de mon mieux pour améliorer la condition des travailleurs et puis des gens. Je recevais des téléphones à la maison de jeunes filles qui travaillaient pour des salaires de famine. Ensuite, les ouvriers me téléphonaient, puis je leur demandais leur nom puis leur numéro, puis elles ne voulaient pas, elles avaient peur. Et pendant la crise, la dépression en 1930 ou quelque chose comme ça, il y avait des femmes qui faisaient des blouses pour 4 $ la douzaine, puis des robes pour 5 $. C'était quelque chose d'inconcevable. Alors évidemment, toutes ces choses-là me portaient à étudier ce qui se passait. Généralement, je me lève vers 8 h, 7h30, 8 h. Ensuite, je lis mes journaux, je lis le Devoir, la Gazette. Et ensuite, je vois mon courrier, parce que généralement, le courrier passe à peu près vers ces heures-là. Et dans l'après-midi, je m'occupe d'aller visiter des associations ou de rencontrer des personnes qui voudraient avoir une opinion sur telle et telle chose. Le soir, je vais quelquefois dîner chez des amis ou chez mes enfants et je regarde la télévision. Je m'intéresse, par exemple, il y a le format 60 le mardi soir. Je ne suis pas toujours d'accord, mais j'aime l'écouter. Et le temps passe, je n'ai pas le temps d'en voir plus long. Et le soir, vers 10h30, 11h, arrivent les nouvelles. Puis alors là, j'écoute. Et c'est à peu près... Le temps passe vite. Je m'imagine toujours que je pourrais faire telle et telle chose, puis je m'aperçois que c'est impossible dans cette journée-là. Puis évidemment, je fais mon marché, puis je rouspète, parce que les prix montent. Et puis je me dis, si moi, ça me coûte ça pour me nourrir et je suis seule, qu'est-ce qu'une pauvre famille peut faire? Alors là, vous voyez, je viens d'avoir un téléphone de Trois-Rivières. On me demande de faire telle et telle chose de ce côté-là. Samedi, je dois aller à Lévis pour rencontrer le groupe des Indiennes. Je m'occupe également d'Arcade, qui est une foire organisée par le YMCA et qui compte, je crois, à l'heure actuelle, des kiosques de 25 ou 35 pays. Alors ça, c'est intéressant. Alors voyez-vous, il y a toujours quelque chose qui se présente et on n'a pas le temps de s'occuper de soi-même. Tout aussi bien. Alors, complètement. C'est ça, c'est ça. Bon. Un retourné sablé. Merci. Elle dit que sa belle-mère est folle. Moi, je suis femme, en tout cas. J'aurais bien aimé être un homme. J'aurais peut-être eu tout un autre genre de carrière. Mais étant femme, j'espère que j'ai bien rempli mon rôle. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Je vous assure que ça meuble un appartement quand ils arrivent. 10 petits-fils. Ils ont presque tous, presque 6 pieds. Sénateur, si nous parlions de Thérèse Forget, on va remonter un peu dans le temps. C'est tellement loin. Bien après 1896 quand même. Quel est le souvenir le plus lointain que vous ayez? C'est un moment où je devais siéger comme dans un tableau vivant. M'asseoir dans un tableau vivant, j'étais toute petite, et on m'avait assis sur le devant du théâtre avec un drapeau à la main. Et alors, évidemment, personne n'était supposé bouger, parce que les tableaux vivants, c'était la mode. Alors la salle éclatait en applaudissements en voyant ce tableau qui était évidemment très beau. Alors moi, dans toute ma splendeur, j'ai décidé qu'il fallait que je remercie l'auditoire. Je me suis levée, je me suis mise à envoyer des baisers à travers l'espace. Et quand on a vu ce petit bout de chou qui faisait ces démonstrations, évidemment, c'était encore beaucoup plus d'acclamation. Alors ça m'est resté dans l'idée. C'était au Théâtre His Majesty. Vous avez vécu quand même une enfance très privilégiée. J'ai été bien gâtée par la vie parce que, évidemment, mon père et ma mère étaient assez sévères au point de vue d'éducation, mais nous étions entourés de tout ce qu'on peut appeler de luxe et puis de... Parce que papa avait été président de la compagnie Richelieu en Ontario et il ne voulait pas que ses enfants soient élevés dans un hôtel. Alors il a bâti une maison à Saint-Irénée. Ensuite, il nous a donné une piscine.
Nous avions un jeu de quilles, un jeu de shuffleboard. Nous avions tout ce qu'il y avait moyen d'avoir pour intéresser des jeunes. Et mes parents nous permettaient d'inviter nos amis pour passer des semaines avec nous. Et nous avions vraiment une vie de famille. Alors, c'est de cette façon-là que j'ai grandi, entourée de toutes les facilités imaginables. Mais oui, vous étiez dans le fond une sorte d'îlot privilégié à l'intérieur d'un monde où il y avait beaucoup de misère et tout. Est-ce que vous perceviez ces deux mondes, cette espèce de dichotomie? Je ne l'ai pas perçu avant de me marier, quand je suis allée en voyage de noces à Cuba. Et je me souviendrai toujours du choc que j'avais eu à La Havane. Parce que, évidemment, là, tout était très beau pour moi, parce qu'on m'avait conduit dans un bel hôtel. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux sortes de classes. Les privilégiés, il n'y avait pas de classe moyenne. Alors là, j'ai vu la misère et ça m'avait beaucoup traumatisée. Mais dans votre monde familial, vous n'aviez pas senti cela? Non, parce que tous les gens qui nous entouraient, les domestiques et ceux qui travaillaient sur la propriété, tout ça, étaient très attachés à la famille. Ils étaient, enfin, bien traités, ils n'avaient pas d'ennui. Évidemment, les salaires n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, mais par ailleurs, la vie était calme et puis les gens ne semblaient pas souffrir de quoi que ce soit. Et quelles étaient vos relations, vous, avec les gens à ce moment-là? Excellent, comme aujourd'hui. Alors, nous n'avons jamais eu de difficultés. Les gens aimaient beaucoup mes parents. Et c'était un privilège et une joie pour eux de venir. Et je me rappellerai toujours de... Papa était député de Charlevoix. Alors, je me souviens un jour qu'il était venu un bonhomme et dit, je viens voir les Desforgettes. Il dit, elle me fait penser à la reine Victoria dans son Vatican. Votre mère avait-elle sur votre père une influence mineure? C'est-à-dire qu'elle avait l'influence des femmes de ce temps. Maman était une très jolie femme. Papa l'adorait. Et je crois que c'était un ménage très, très uni. Alors, peut-être que ma mère devait parler avec mon père puis lui donner certains points de vue qu'il adoptait, mais jamais mes parents ne se contredisaient devant les enfants. Jamais. Ils avaient probablement des discussions entre eux, mais nous n'en avons jamais eu connaissance. Et vous avez fait la même chose, vous, dans votre ménage? Absolument. Vous n'avez jamais discuté avec vos enfants? Je n'ai jamais discuté des mesures à prendre avec mon mari devant les enfants. Et quand mon mari disait non, ben, je disais, votre père a des raisons pour vous dire non, alors c'est inutile de discuter. Et je trouve que c'est préférable de ne pas donner des opinions divisées devant les enfants. Et au point de vue études, comment est-ce que ça s'est décidé, vos études? Ah, ben, mes parents m'ont installé pensionnaire au Sacré-Cœur du Sauto-Récollet. Et j'ai été 9 ans pensionnaire. C'était, à ce moment-là, c'était l'usage pour les parents d'envoyer leurs enfants pensionnaires. Et je me souviens que 2 ans avant ma sortie du couvent, j'avais demandé à mes parents de me garder à la maison. Et puis, après avoir réfléchi, ils ont dit non, il faut que tu continues. Alors, j'ai été pensionnaire 9 ans. Et de cette façon-là, ma mère était plus libre de voyager. Et par ailleurs, une chose qui me choquait, c'est que mes frères, eux, n'étaient pas pensionnaires. Ah bon? Ils allaient au Mont-Saint-Louis, au Collège Sainte-Marie, mais c'était les filles qui étaient pensionnaires. Ça m'agaçait. Parce que je me disais, moi, quand j'étais au couvent, j'arrivais avec des prix à la fin de l'année, puis mes parents étaient très fiers de moi. Puis je me disais, il me semble que je fais aussi bien que mes frères, puis je ne vois pas pourquoi il y a une telle différence. Ensuite, eux avaient beaucoup plus de liberté, mais moi, il fallait toujours qu'ils m'accompagnent. Et je me souviens, quand mon mari me faisait la cour, il fallait que un de mes frères soit là pour me chaperonner. Alors, c'est pas tout à fait comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on étudiait lorsqu'on était pensionnaire au Sacré-Cœur? Moi, j'ai étudié le latin, l'histoire, les mathématiques, et je suis absolument navrée quand je vois que dans certaines écoles, on n'inscrit pas l'histoire comme sujet obligatoire. Et puis les mathématiques, l'algèbre. Avec cette science-là, j'avais beaucoup de difficultés avec l'algèbre. Mais nous avions une belle culture générale. Et je me souviens, quand je suis sortie du couvent, je n'étais pas bachelière, parce que le Sacré-Cœur ne nous donnait pas le bachot. Alors, je me disais, j'aimerais donc ça, prendre mon bachot. Je suis jeune, j'avais seulement 17 ans. Et mon père m'avait dit, non, non, c'est mieux que tu apprennes à faire des gâteaux que de prendre ton bachot. Alors, c'est comme ça que je ne suis pas bébé, je suis busybody.
Mais l'université, ça ne vous intéressait pas? Bien, à ce moment-là, les femmes n'avaient pas d'accès à l'université. Ça a commencé une fois que je suis sortie du couvent. Et je me souviens que les portes de l'université sont ouvertes à peu près à ce moment-là. Mais est-ce que ça ne vous révoltait pas déjà à ce moment-là, que venant de votre père, auquel vous étiez très attaché d'ailleurs? Oui, mais je me disais, ben, il doit avoir raison. Parce que je n'aurais jamais contesté ses décisions. Et seulement comme résultat, au lieu d'aller à l'université, je me suis mariée à 19 ans. Alors, j'ai fait d'autres genres d'études dans le mariage. Qu'est-ce que ça représentait alors comme décision dans votre vie, ça? Ben, écoutez, j'étais courtisée par un beau garçon, un homme charmant, qui avait 10 ans de plus que moi, et qui, évidemment, voulait fonder un foyer. Il était orphelin. Il avait gardé... finalement, il avait enterré sa grand-mère, son père était mort, sa mère, et il avait étudié le droit. Il était devenu avocat. Il vivait à l'hôtel Vigée, qui, à ce temps-là, était un des beaux hôtels de la ville. Et il était fatigué de ce genre de vie, et il manquait un foyer. Alors, il avait vu plusieurs jeunes filles, et j'ai été celle sur qui il avait dévolu son choix, j'imagine. C'est comme ça que c'est arrivé. Étiez-vous amoureuse? Au trait. Tout ce qu'il disait, c'était parfait. Et j'ai eu une vie conjugale extrêmement heureuse. Malheureusement, elle n'a duré que 33 ans. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que mes enfants, qui sont maintenant des hommes et des femmes, évidemment, puisque j'en ai une qui est même grand-mère, souvent, on me parle ils me parlent de leur père, puis ils disent, oh, ben, papa n'aurait pas aimé ça, ou papa avait pensé de telle et telle façon. Alors, nous avions une vie de famille extrêmement unie. Alors, c'est une des consolations de ma vie, même si, au point de vue extérieur, je n'ai pas toujours eu grand succès, parce que j'ai été battue 9 fois dans les comtés, mais ça n'a pas d'importance. Quand on peut revenir chez soi, puis qu'on a un foyer heureux. Quand mon mari a été élu député, je me souviens d'avoir passé des journées entières dans la galerie de la Chambre des communes pour écouter les discussions. J'ai eu l'occasion de voir de près des hommes comme Bourassa, Woodsworth, Ernest Lapointe, Mackenzie King. Alors j'étais très au courant de ce qui se passait. Et je trouve que dans une démocratie, c'est un devoir de se renseigner sur ce qui se passe. Il y a trop de gens qui ignorent. Et c'est une des raisons pour lesquelles des fois les choses vont tellement mal. Qu'est-ce que c'est la définition de la démocratie selon vous? Ben, je ne sais pas. La démocratie, c'est de s'intéresser à la direction des choses publiques comme on s'intéresse à autre chose. Et aujourd'hui, par exemple, on voit une élection, un député est élu, puis c'est fini. Personne ne lui demande de rendre compte de son mandat, personne ne s'occupe de ce qui se passe dans le comté. Et je trouve au contraire que l'on doit suivre les événements. On suit, par exemple, j'écoute le hockey. C'est très bien. Le basketball, le baseball. Les gens se pâment d'admiration pour ça. Mais est-ce qu'ils en font autant pour les choses qui se passent dans les gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral, ça n'a pas d'importance, ou municipal? Ça commence. Mais par ailleurs, il y a des excès qui se commettent, et puis ça m'ennuie beaucoup. Écoutez, vous avez quand même choisi à un moment une voie difficile. Vous avez choisi d'être marginal en politique. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que pour obtenir... J'avais vu à Ottawa des hommes comme Woodsworth et puis Caldwell et les autres, Tommy Douglas, qui s'occupaient du bien des citoyens. Il y avait des lois qui étaient nécessaires, comme par exemple, je me souviens très bien, des pensions de vieillesse. À ce moment-là, M. King n'avait qu'une majorité précaire. Je crois qu'il avait 1 ou 2. Et M. King lui a offert d'être ministre du Travail dans son gouvernement. M. Woodsworth a dit non, M. King, à une condition, je n'entrerai pas si vous donnez les pensions de vieillesse au peuple du Canada. Alors, M. King a dit certainement, si c'est votre désir, je vais leur donner les pensions de vieillesse. Est-ce que alors ce sont des préoccupations d'ordre social qui vous ont incité à entrer dans le CCF? Parce que je me disais, voilà des gens qui se préoccupent des choses nécessaires au peuple, comme les pensions de vieillesse. Et je savais également qu'il y avait des réformes à opérer dans les milieux ouvriers, de grandes réformes. Et ça m'avait fasciné. J'en avais parlé avec mon mari, puis il m'avait dit, écoute,
Moi, je suis engagée dans le Parti libéral. Tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Ça, c'était déjà rare comme attitude. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que j'ai été privilégiée. Parce que ça prend un homme qui est vraiment très grand pour permettre à sa femme d'être quelqu'un. Parce que c'est peut-être pas toujours facile. Je me rappelle un jour, parce que j'avais des préoccupations ménagères, d'avoir pressé un habit de mon mari, puis d'avoir trouvé dans sa poche une espèce de caricature d'un bonhomme qui traînait sa femme par les cheveux. C'était marqué, c'est ce que tu devrais faire avec la tienne. Oh, c'est charmant. J'ai jamais oublié ça. Puis mon mari m'en avait jamais parlé, c'est par hasard que j'ai trouvé ça dans sa poche. Alors il a dû se faire ennuyer souvent, puis il m'en a jamais dit un mot. Est-ce que votre action politique aurait été différente étant donné que vous êtes une femme? Elles sont toujours différentes, parce que les intérêts du côté féminin sont peut-être plus axés vers certains domaines, comme sur l'éducation, sur la santé, plus que sur les ponts et puis sur les routes. Je crois que de ce côté-là, j'aurais pu faire énormément. Mais évidemment, c'est tout peut-être de l'orgueil de ma part. Étiez-vous ambitieuse? Non. Ben, si je l'avais été, j'aurais peut-être pas pris le chemin que j'ai pris. Parce que je savais parfaitement qu'étant dans un nouveau parti plutôt socialiste d'idées et appartenant à ce qu'on appelle avec horreur aujourd'hui l'establishment, puis en plus d'être une femme, c'était beaucoup plus difficile. Quelles étaient les théories du CCF? Ben, c'était du socialisme, mais du socialisme démocratique. Parce que moi, ce qui m'avait attiré, c'était un peu l'exemple du Parti travailliste en Angleterre. Et puis ensuite, au Canada, on a eu la Ligue de reconstruction sociale. Ce n'était pas directement un parti politique, mais là-dedans, il y avait des gens qui étaient comme moi, ennuyés par ce qui se passait. Et vous savez, quand je les entends toujours critiquer l'establishment, ça me tape sur les nerfs. Parce que c'est grâce à l'establishment, puis à des membres de l'establishment, si les corrections se sont opérées dans notre société, comme en Angleterre, comme en France et comme ailleurs. Qui est-ce qui a commencé la révolution en France? Ce sont les philosophes. Alors, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que ce sont toujours des gens qui font partie d'une espèce d'élite, qui commencent le travail, qui se continue et qui finit par aboutir à quelque chose de raisonnable. Croyez-vous qu'à l'intérieur du parti, vous auriez eu un poste de direction? J'en avais avant d'être élu. J'en ai plus depuis ce temps-là. Non, parce que le parti, à ce moment-là, comptait très peu de députés. Mais dès que je suis entrée dans le CCF, je suis devenue vice-présidente du Conseil national et ensuite je suis devenue à la tête du parti dans la province de Québec. Alors j'avais un double mandat, provincial et fédéral. Il n'y avait pas assez de monde pour en mettre de chaque côté. Du CCF qui est devenu le NPD, vous avez toujours été marginal de deux façons. D'abord en étant dans ce parti-là et ensuite en ne gagnant pas vos élections. Alors, est-ce que parce que le pouvoir était véritablement masculin à ce moment-là? Évidemment, le pouvoir était masculin, puis il sera toujours, faites-vous pas d'illusions. Il le sera toujours? Oh oui, oh oui, oh oui. Il ne faut pas s'imaginer que... Moi, j'ai eu des discussions avec des femmes qui disaient qu'il faut 50% de députés femmes puis 50% de députés d'hommes. J'ai dit, voyons donc. Je ne suis pas de cette opinion-là. Nous aurons toujours des femmes exceptionnelles qui pourront faire de grandes choses. Et les femmes que j'ai rencontrées à travers le monde s'en rendent parfaitement compte. Il ne faut pas exagérer. Comme je vous le dis, ça dépend de la formation puis de l'intelligence des gens. Comme là, je regarde en Angleterre, c'est une femme qui est à la tête du Parti conservateur. Elle n'est pas à la tête du parti parce que c'est une femme. Elle est à la tête du parti parce que c'est une compétence. Et c'est ça qui compte. J'ai connu Han Suu-in, j'ai connu Mme Gandhi, j'ai connu Mme, celle qui est premier ministre du Ceylan, Bananariki. Dans le fond, vous êtes plus exigeante pour les femmes. C'est pas moi, c'est la vie qui est plus exigeante pour les femmes. Moi, là, les gens me disent, on aurait bien voté pour vous, mais vous étiez une femme. Puis les femmes nous votaient sur le dos avec enthousiasme. Hein? C'était pas une question. Et quand on a commencé à travailler ici dans le Québec pour le vote des femmes, parmi nos pires ennemis, il y avait des femmes qui écrivaient des lettres et puis des articles dans les journaux pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Et là, je travaille en ce moment pour les Indiennes.
Et l'autre jour, au Canadian Press, on a donné une entrevue par une jeune indienne disant que les Indiennes n'étaient pas prêtes à être libérées. Alors, j'étais vraiment ennuyée parce que je considère que c'est pas du tout... c'est faux. C'est un argument dont on sait quand ça fait l'affaire. Hein. 9 défaites. Hélas. Oui. Est-ce que si vous aviez été élu, vous aviez un programme précis? Qu'est-ce qui aurait contenu ce programme-là? Ah, ben, ce programme-là, j'aurais d'abord étudié les choses qui me tiennent à cœur, puis j'aurais donc été tannante à la Chambre des communes. C'est probablement pour ça que j'ai été battue. Parce que quand je considère qu'il y a un principe qui n'est pas respecté, puis que les gens sont dans la misère, comme par exemple, une chose que j'aurais faite, je trouve que l'assurance chômage aurait besoin d'être modifiée. Parce que quand je vois des gens qui reçoivent l'assurance chômage puis qui vont se promener dans le sud, ben, ça m'agace un petit peu. Quand j'en vois d'autres qui travaillent peut-être un certain temps et ensuite qui s'arrangent pour se faire jeter dehors par le patron, ben, ça m'ennuie. Et comme je savais que je n'avais pas de chance d'être élue, je travaille à l'extérieur. Alors, de cette façon-là, j'espère accomplir quelque chose. Il y a eu la question des Indiennes qui me tracasse beaucoup. C'est l'année de la femme, et puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne s'attaque pas suffisamment à un problème canadien. Les Indiennes sont traitées comme des citoyens de deuxième classe. Dès qu'une Indienne épouse un non-Indien, elle perd tous ses droits. Et si une Blanche épouse un Indien, elle acquiert tous les droits sur la réserve. Et je trouve que c'est inacceptable. Les Indiennes sont venues à moi et quand il y a eu le fameux rapport sur les femmes, là, dont Mme Bird était présidente, j'avais eu des pourparlers avec les Indiennes et avec Mme Grace McGuinness, qui est en Colombie-Britannique. J'avais déjà reçu beaucoup de lettres des professeurs et puis des gens qui disaient c'est dommage parce que dans les réserves, on ne s'occupe pas suffisamment des Indiens, que ce soit ici ou ailleurs. Et ensuite, j'ai toujours été intéressée par eux parce que dans le comté que mon mari représentait, c'était dans le bas du fleuve, il y avait des Indiens du côté de Natashquan, dans ce bout-là. Et c'est comme ça que je me suis intéressée aux Indiennes. Et hier, justement, j'avais l'occasion de parler à des jeunes et j'ai constaté l'intérêt qu'ils prenaient une question de genre. Puis je leur ai dit, écrivez à vos députés respectifs. Que ce soit dans n'importe quel comté, il est élu pour vous représenter. Alors, ne le laissez pas aller pendant des années sans rien dire, sans rien faire, parce que chaque personne a un droit de regard, et puis nous ne devrions pas endurer des députés qui ne font rien, qui font juste se faire élire, et puis une fois élus, ils disent au revoir aux électeurs, on ne les revoit plus. Doesn't the 1960 Bill of Rights give them any protection at all? On devrait éduquer les jeunes, que ce soit des garçons ou des filles, de la même façon. Maintenant, évidemment, une fille sera peut-être moins portée qu'un homme à être ingénieur des ponts et chaussées. Mais par ailleurs, elles sont peut-être plus renseignées au point de vue médical, souvent, parce qu'elles sont appelées à soigner les malades. Elles sont très importantes dans le point de vue de l'éducation des jeunes. Et c'est une chose que je trouve déplorable, que souvent on ne fait pas appel à leurs compétences. Si vous regardez les gens qui sont à la tête des écoles, c'est rare de voir une femme qui est principale d'école. Ça peut arriver, mais il y en a moins qu'il devrait y en avoir, et je trouve qu'elles sont très importantes. Et regardez la façon dont les religieuses ont préparé les femmes à la vie. On peut les critiquer, on peut dire ce qu'on veut. On n'a peut-être pas, surtout dans mon temps, il n'y avait pas on n'avait pas le droit d'aller à l'université, mais par ailleurs, on a une culture générale qui est beaucoup plus grande que certains jeunes d'aujourd'hui. Il ne faut pas leur dire, ça les choque, mais ça ne fait rien. Et ensuite, il y a certaines choses, j'aurais aimé voir une école pour ceux qui s'occupent des mass médias. Parce qu'il y en a qui, tout à coup, se déclarent journalistes, et puis vous devez le constater dans votre milieu, qui n'ont pas la compétence nécessaire. Et je trouve ça dommage parce que c'est tellement important de bien informer le public. Surtout maintenant que c'est si facile, si vous voulez vous renseigner, d'écouter la télévision, la radio. C'est une chose qui se fait toute seule. Mais au moment de vos campagnes, comment est-ce que ça se passait? Au moment de mes campagnes, nous n'étions pas riches. Alors nous ne pouvions pas, évidemment,
contacter le public aussi d'une façon comme ça se fait aujourd'hui. Mais au moment de mes campagnes ou de nos campagnes, nous nous organisions pour avoir ce qu'on appelle des assemblées de cuisine. Puis aujourd'hui, les vieux partis nous ont copiés et comment. Hein? Alors nous rencontrions les gens chez eux, dans leur milieu, et nous avions la facilité de communiquer avec eux. Nous allions de porte en porte. On s'arrangeait, par exemple, madame ou monsieur un tel recevait une quarantaine de personnes chez lui ou chez elle. Et puis là, on avait la chance de connaître le candidat, de lui donner la main, d'entendre ce que la population demandait. Il y a toutes sortes de choses, l'habitation, la santé, il y en a des choses à faire. Avez-vous l'impression qu'à ce moment-là, quand vous réunissiez les 40 personnes dans différents endroits, que parce que vous étiez une femme, l'approche était différente, une femme en politique? Bien, une femme en politique, ça étonnait toujours un peu. Et puis, comme je vous dis, comme j'appartenais à un milieu assez fortuné, mais jamais je n'ai eu à déplorer un manque de courtoisie ou de respect. Je suis allée jusque dans le fin fond du Québec. Je suis allée jusqu'à Blanc-Sablon. Et j'ai fait des voyages en Jeep. J'ai été en canot avec les Indiens sur la rivière Bersimis. Partout, j'ai rencontré toujours beaucoup de respect. Dans les chantiers, les gens me montaient debout sur une table, puis je leur parlais. Ils étaient peut-être pas d'accord avec moi. Ils se disaient, elle sait bien ce qu'elle dit, mais c'est une femme. Puis tout à coup, elle n'est pas élue. Ça, c'était ça qu'ils avaient dans l'idée. Et même de la part des femmes, je recevais le même genre d'accueil. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Ensuite, je me rappelle d'une élection où, dans le Québec, à ce moment-là, il fallait avoir 22 candidats pour avoir du temps gratuit à la radio. Il n'y avait pas de télévision. Et à un moment donné, la veille de l'appel nominal, il y a un de nos candidats qui est disparu. Je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont acheté? Je n'ai pas voulu manquer la charité, mais j'ai eu des doutes sérieux. Alors là, j'ai téléphoné à Bill Dodge, qui est au Congrès canadien du travail, puis qui est un grand Canadien lui aussi, pour lui dire, écoutez, Bill, il faut trouver un autre candidat, sinon on va perdre 4 ans à la radio. Et Bill a pris ma voiture, puis il est allé partout, et finalement, il était avec Matthew Blackwood, un autre CCF dans le temps, et finalement, il s'est ramassé dans un comté des cantons de l'Est. Il m'a téléphoné le soir, puis il dit, je crois que j'ai les 25 signatures nécessaires. Ces gens-là ne veulent pas se présenter, moi je vais me présenter. Alors j'ai dit, vous allez gagner. Il y a eu 85 votes, mais on a eu 4 ans de radio puis, gratuitement parce que nous avions nos 25 candidats. Alors c'était ce genre de campagne que nous faisions, de dévouement, de gens qui oubliaient leurs besoins pour faire notre travail. Et d'autres, c'était très drôle. Ils étaient des vieux partis, puis ils votaient pour nous. Ah bon? Ah, c'était charmant, ça. J'ai pas d'objection. Avez-vous déjà eu envie de tout lâcher, de dire, ah non, c'est impossible, je ne ferai jamais une percée, je vais rentrer dans ma famille et m'occuper d'eux? Je m'occupais d'eux, mais c'était pas de rentrer. Je trouve que jamais j'ai eu cette idée-là de lâcher. Parce que lâcher, c'est comme un soldat qui dépose ses armes sur les champs de bataille. Et aujourd'hui, je vois comme ça produit des résultats. C'est pas facile. Pour ceux qui commencent, c'est jamais ceux-là qui récoltent. Ce sont les semeurs, sont là, mais les autres récoltent. Il y a quand même un point qui m'intéresse et qu'on n'a pas abordé beaucoup. Au moment où vous étiez vraiment engagé, dans le sens que vous parcouriez le Québec, là, jusqu'à Blanc-Sablon, etc., vous aviez tout ce temps-là une famille. Alors, comment vous organisiez votre vie pour être en relation en même temps avec la famille, et même plus tôt, au moment du début de votre engagement? Comment tout ça s'est imbriqué? Bien, d'abord, premièrement, j'ai beaucoup fait, surtout quand mes enfants étaient un peu plus vieux. Quand ils allaient à l'école, au lieu d'aller jouer aux cartes ou de courir les golfs, je m'occupais de choses sociales. Ensuite, ils ont vieilli. Et quand j'ai commencé à m'engager activement dans la vie publique, mes enfants étaient déjà placés, si vous voulez. Est-ce qu'ils étaient pensionnaires à ce moment-là? Ils étaient déjà grands. Oui. Il y en avait un qui Mais est-ce qu'ils ont été pensionnaires, effectivement? Mes filles ont été pensionnaires pendant quelques semaines, mais en général, ils sont toujours restés à la maison. Et je n'ai jamais eu à les forcer à faire leurs devoirs ou à étudier. Ils étaient de ce côté-là très sages. Et puis, quand je suis allée à Blanc-Sablon, dans une élection, je me présentais,
je me souviens que mon mari m'avait dit, tu ne peux pas aller là seule. Alors il dit, tu vas amener mon fils de 18 ans avec toi. Et j'avais mon fils avec moi tout le temps du voyage. Comment se fait-il que ce soit vos filles qui aient été pensionnaires, même pour un court laps de temps, plutôt que vos garçons? Mais mon garçon était pensionnaire parce qu'à un moment donné, quand il avait 16 ou 17 ans, un soir, il n'était pas rentré avant 3 heures du matin. Alors moi, mon mari était à Ottawa. Alors j'étais vexée parce qu'il me fallait de l'autorité pour venir à bout de ce bonhomme-là. Et je me souviens que le lendemain, je lui ai dit, mon garçon, tu vas faire ton sac et tu vas t'en aller pensionnaire. Alors je l'avais mis pensionnaire à Brébeuf. Il m'en a voulu pendant plusieurs semaines. C'est vous qui vous occupiez vraiment de tout? Bien, il fallait, parce que, évidemment, je tenais la maison et j'accompagnais quelquefois mon mari à Ottawa. Et j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir ma mère qui a vécu quelque temps avec moi. Alors, quand je m'absentais, elle s'occupait des enfants. Est-ce que déjà vous avez été vous senti coupable de poser des gestes politiques alors que vos enfants étaient seuls, par exemple, ou étaient gardés par quelqu'un? Bien, ils n'ont jamais été seuls. Il y avait toujours quelqu'un avec eux. Oui. Parce que les gestes politiques que je posais, d'abord, je n'étais jamais élue. Alors, je n'avais pas à m'absenter pour les sessions. Mais pour les campagnes? Puis pour les campagnes, bien, ça dure 3 semaines. C'est pas très long. C'est pas plus long qu'une vacance. C'était pas une vacance dans mon cas, mais n'importe. Alors, vraiment, j'ai toujours été là. J'ai l'impression que j'ai toujours réussi à garder ma famille très unie et puis très consciente de ce que ça représentait d'avoir un foyer. Est-ce qu'il y a une relève politique parmi ces enfants? Non, ils trouvent que j'en ai fait assez pour au moins 2 générations. Il y en a un là, qui est peut-être tenté. C'est un petit-fils, celui-là. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je veux savoir quand est-ce que tu vas plaider ta première cause. Bientôt. Parce que je veux absolument être là, puis je pense qu'on a le droit en public. Hein? Ça dépend de la cour. Oui, il n'y a pas de problème. En cour fédérale ou en cour supérieure? En cour supérieure. On commence par la cour provinciale. C'est la première chose à faire. Hein? OK. Alors, comme ça, tu vas te sauver. Oui. C'est bonne chance. OK. Merci. Salut. Au revoir. Sénateur Casgrain, j'aimerais savoir à quoi ça ressemblait le féminisme du début du siècle. Bien, évidemment, je me souviens que toute petite fille, j'entendais mes parents dire que Mme Pankhurst était une femme terriblement dangereuse. Et à ce moment-là, ce n'était guère populaire. Mais évidemment, j'étais encore trop jeune pour m'occuper de ces questions-là. Mais j'imagine que ça ne va pas être facile pour ces femmes-là. Et vous, comment avez-vous commencé à percevoir les mouvements dits féminins? J'ai commencé surtout avant, quand j'étais petite jeune fille, et mes frères avaient toutes sortes de permissions que moi, je n'avais pas. Et ça m'ennuyait un peu. Et ensuite, plus tard, quand je me suis mariée, j'ai eu l'occasion, mon mari était élu député à Ottawa, et là, je me suis rendu compte à quel point les femmes de la province de Québec n'avaient pas les mêmes droits que leurs sœurs des autres provinces, puis ça a commencé à m'agacer. Et puis, finalement, les Anglaises ont entendu parler du fait que j'étais allée aider mon mari dans Charlevoix, dans une élection, et elles sont venues me chercher. Et là, nous avons commencé à aller à Québec chaque année. Comme un député disait, c'est comme le carême. J'ai dit oui, puis faites pénitence parce que je n'avais pas fini. Et alors, c'est à partir de ce moment-là, surtout que je me suis engagée parce qu'elles m'ont demandé de m'occuper de cette question-là. Elles considéraient qu'il fallait que ce soit des Canadiennes françaises qui prennent la direction de ce qu'il fallait faire. Mais en dehors du droit de vote, là, qui était un cas bien précis, qui a cristallisé, disons, les femmes là, autour d'un thème, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y avait vraiment une idéologie autour de ça? Est-ce qu'on discutait du féminisme comme tel? C'était surtout de l'humanisme, parce que nous nous occupions, par exemple, du salaire infâme qu'on payait aux institutrices. Nous nous occupions des enfants qui étaient vendus et qui s'en allaient à l'étranger. Nous nous occupions des enfants maltraités. Nous nous occupions des bas salaires payés dans l'industrie et le commerce. Alors, c'était général. Il n'y avait pas uniquement que cette question de vote, mais c'est tout apparenté. Parce que dès que vous êtes privé d'un droit, comme dans les coopératives, les femmes pouvaient donner leur argent aux coopératives, mais elles ne pouvaient pas
donné un vote pour exprimer ce qu'elle ressentait. Et c'est Maître Jacques Perrault qui avait fait modifier la charte afin de nous permettre d'exercer ce droit-là. Alors c'était en général partout. Et il y a une chose qui m'avait frappée, c'est qu'à mesure que les femmes avaient le droit de vote, la législation changeait. Comme par exemple en Colombie-Britannique, les femmes avaient obtenu le droit de vote. Immédiatement, elles ont proposé un projet de loi qui était de donner de l'argent aux mères nécessiteuses. Alors on voit peu à peu la législation s'orienter d'une façon un peu différente. Avez-vous l'impression que vous avez été la mère des mouvements féministes au Québec aujourd'hui? Peut-être la mère, mais pas la grand-mère, parce qu'il y a tout de même des limites. Je me souviens justement que nous étions allés à Québec faire une demande et nous étions à marcher dans la rue avec les travailleurs parce qu'ils avaient le Bill 5 et puis ils voulaient sévir contre les ouvriers. Et je me rappelle qu'en revenant sur le train, il y avait un bonhomme qui était un peu lancé puis il était venu me parler et d'une façon un peu trop violente. Alors son compagnon lui a dit « Toi, tais-toi, touche pas à la mère de Québec. » La mère du Québec. Mais vous avez renoncé à certains privilèges peut-être, certains honneurs très sûrement. Par ailleurs, vous en avez eu beaucoup d'honneurs. Est-ce que ça vous flatte? Est-ce que ça vous fait plaisir, les honneurs que vous recevez? Oui, bien ça me fait vraiment plaisir. Parce que je me dis, bien, après tout, ça montre que les gens commencent à réaliser ce qui s'est fait autrefois. Parce que quand j'ai des doctorats honoris causa, c'est pas parce que j'ai gagné ça par l'étude, mais évidemment que les gens se rendent compte que c'est parce que j'ai travaillé dans ces domaines-là. Vous parliez de sénateur, vous l'avez été. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce mandat qui s'est terminé, ça se termine à 75 ans, on peut le dire. C'est-à-dire que le mandat actif se termine à 75 ans. Vous n'êtes pas supposé siéger, et puis ça va avec tout le reste, parce que les hommes d'affaires, puis les femmes d'affaires, et même des jolies femmes comme vous sont forcées de se retirer à un certain âge. Comment envisagiez-vous ce mandat? D'abord, de l'avoir accepté déjà, vous qui n'aimiez pas, dans le fond, les structures des anciens partis, c'est déjà un pas. Pour dire la vérité, je n'ai jamais été, comme certains de mes compagnons, contre le Sénat. Parce que j'ai toujours considéré que des gens qui n'ont pas à faire face à un électorat, qui ne sont pas forcés de dire, ben mon électeur ou mes électeurs n'aimeront pas ça, ça nous donne beaucoup plus d'indépendance. Alors de ce côté-là, j'étais absolument d'accord d'avoir une chambre haute, comme je l'aurais été à Québec. C'était pas renier en quelque sorte vos anciennes allégeances? Non, jamais. Vous avez été combien d'années au Sénat? 5 ans? Oh non, pas si longtemps que ça. J'ai été 9 mois, voyons 9 mois. donc. Mais il paraît que ça avait amusé les gens, parce que j'ai dit, c'est surprenant ce qu'une femme peut faire dans 9 mois. Hein. Ça n'a pas fini de les étonner. Ben Mais non. qu'est-ce que ça fait, un sénateur, en fait? Ben, ça fait que ça vous donne une tribune d'abord, et ensuite ça vous permet de faire connaître au reste du pays les réformes que vous considérez nécessaires. Et j'ai eu l'occasion, et je l'ai constamment, de parler au nouveau président du Sénat, comme à l'ancien, pour demander de faire des réformes au Sénat. Parce que je considère qu'il y a certaines choses que le Sénat devrait faire, comme les enquêtes. Les enquêtes royales, ça coûte très cher, tandis que les sénateurs sont là et ils ont toutes les facilités possibles, l'accès à tout,
Alors, il y a eu des sénateurs qui ont fait des enquêtes sur la pauvreté, sur les mass médias, sur les choses internationales. Et ensuite, deuxièmement, quand les sénateurs sont nommés, nous sommes nommés à vie. Mais moi, je disais justement à quelqu'un, si les sénateurs étaient nommés, mettons pour 10 ans, et ensuite, s'ils rendent des services voulus, les renommer. Puis ne pas en faire tout simplement des récompenses politiques. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie, sénateur Casgrain, et voyage le plus récent peut-être, c'est ce grand voyage en Chine. J'aimerais que vous m'en parliez. Oh, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et il y a une des choses que je regrette, c'est de ne pas avoir été capable d'y rester plus longtemps. La Chine est un pays, d'abord, ce sont de grands civilisés, que ça nous plaise ou non. Ça fait des mille et mille années qu'ils existent. Et ensuite, ce qui m'a plu, évidemment, c'est normal, c'est le respect qu'ils ont pour l'autorité, puis en fait l'amour de la famille. C'est une chose qui m'a vraiment, que j'ai constaté, qui m'a plu beaucoup. Il n'y a pas de sans-travail, tout le monde est occupé, les gens ont l'air de bonne humeur. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'être jaloux les uns des autres. C'est vraiment curieux. Ils sont contents, ils sont heureux, ils n'ont pas envie de bousculer personne. Puis il y a énormément de militaires. Ça m'angoisse un petit peu. Alors, dans l'ensemble, ça vous a paru un régime fort intéressant? Bien, c'est un régime dont je ne voudrais pas, parce que j'aime la liberté, moi. Mais seulement, c'est un régime qui, pour ces gens-là, est une amélioration sur ce qu'ils ont connu avant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le palais d'été, le palais d'hiver, et puis tous les beaux parcs, tout ça, c'est grand ouvert. Maintenant, tout le monde qui est compétent et qualifié a accès à l'université. Ils n'acceptent pas n'importe qui, mais quelqu'un qui a les connaissances et la compétence et le talent voulu a le droit d'aller à l'université. Et ça m'a plu beaucoup. J'ai vu des quantités de médecins. Des médecins, ils appellent ça les médecins qui vont nu-pieds dans les campagnes. Alors ça c'est intéressant aussi. La population a les soins voulus. Même dans les communes, ils ont des petits hôpitaux pour les malades. Ils ont, puis les écoles sont extraordinaires. Vous avez écrit ce livre. Est-ce que, dans le fond, vous ne regrettez pas à certains moments d'être allé plus loin, d'avoir vraiment dévoilé toutes vos batteries? Mais dans mon livre, je trouve que je n'ai pas été assez mauvaise. Puis je voudrais donc en écrire un autre, puis appeler ça « Fini les folies » ou « J'ai mon voyage ». Je ne sais pas. Quels sont les points les plus D'abord, je trouve que tout ce qui se passe en ce moment, d'abord dans les hôpitaux, il y a des choses que je trouve regrettables. Ensuite, les grèves successives, pour un oui, pour un non, tout le monde part en grève. Et c'est toujours le petit qui souffre, toujours celui qui est au bout de la ligne qui encaisse. Comme par exemple dans la grève des transports. Qui est-ce qui en souffre? Ce sont les ouvriers, les travailleurs, ceux qui n'ont pas de grosse situation, qui n'ont pas de voiture, puis même ceux qui ont des voitures, ils ne peuvent pas s'en servir. Vous voudriez dénoncer les situations ou les responsables? On définit quelle est la situation, puis on dit à qui la faute. C'est des deux côtés, il y a des fautes. Aujourd'hui, ce qui me fait tellement plaisir, c'est de sentir que la majorité des gens ont compris ce que j'essayais de faire. Et de plus en plus, je constate des changements puis de l'amélioration chez les gens qui en avaient moins que nous autrefois. Alors c'est pour ça que je suis contente de penser qu'il m'est possible d'exercer un peu d'influence sur tous les gens qui nous entourent. Mes opinions sur l'amitié, j'en ai quelques-unes. Malheureusement, les rangs s'éclaircissent beaucoup. Et c'est une des choses qui nous fait mal au cœur. Puis par ailleurs, les gens, pour nous encourager, nous disent « Ah ben, il y en a des plus jeunes que vous qui partent. » Mais j'ai dit « C'est pas une consolation, c'est triste pour qui que ce soit. Hein. » L'amour du pays, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je l'ai toujours ressenti. Je suis tellement fière d'être canadienne et quand je regarde les merveilleux horizons qu'il y a devant moi, je ne peux pas comprendre que les gens n'aient pas la même inspiration qui est la mienne.
Ben, peut-être que je suis une contestataire, mais je crois que je suis simplement une véritable démocrate. Alors, je me lève, je dis ce que j'ai à dire. Si les gens n'aiment pas ça, ben tant pis. Mais ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de voir que des choses que je dis depuis longtemps sont maintenant mises en pratique. Quels sont vos projets, sénateur Casgrain? Je n'ose plus en faire. Je vis au jour le jour et j'espère conserver une bonne santé. On n'ose plus, vous savez, à certains moments, faire des projets. Des fois, je vais dans les magasins puis je me dis, oh, ben, je devrais acheter telle chose. Puis ensuite, je me dis, mais pourquoi? Pourtant, vous avez une santé indéfectible. D'accord, j'ai une bonne santé, puis de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Mais il faut tout de même réfléchir un peu. Est-ce qu'il y a des décisions de votre vie que vous regrettez? Non. Pas à date. J'en aurais peut-être à regretter plus tard, mais dans le moment, je n'ai pas le temps de m'arrêter à regretter. Au contraire, je voudrais toujours en faire davantage. Ce que je regrette, ce sont les années qui s'accumulent. Ça, je le regrette. Mais c'est pas moi qui décide. Est-ce que ça vous fait peur, ces années qui s'accumulent? Oui. Oui, parce que ça arrête nos... on voudrait faire telle et telle chose. Puis on se dit, ben oui, mais est-ce possible? Alors, il faut réfléchir et faire tout ce qu'on peut sur le moment. C'est ça que je trouve que je trouve triste un peu. Parce que je regarde autour de moi, puis je me dis, mon Dieu, pour combien de temps encore puis-je faire telle et telle et telle chose? Puis après, qui va le faire?